76 soldats français sont morts depuis le début des opérations en Afghanistan. Et 2011 est l'année la plus meurtrière, avec plus de 24 soldats tués. Pour ceux qui reviennent, blessés comme Kevin, le combat n'est pas terminé. Kevin arrive en Afghanistan en mai 2010. Il est caporal-chef au sein de la Légion étrangère. Démineur, sa mission est de repérer et de désamorcer les IED, ces mines artisanales que les insurgés talibans dissimulent le long des routes. La photo où je monte avec mes doigts, j'ai pris un jour avant l'accident. Je faisais semblant de montrer mes ennemis dans la montagne. On était en train de rigoler, de s'amuser. C'était une bonne ambiance. C'était le jour d'avant. Le jour d'avant, car le lendemain, le 2 juillet 2010, Kevin et sa compagnie rentrent d'une mission de reconnaissance dans la vallée de la Kapisa. Kevin est à découvert sur la tourelle d'un blindé. Le convoi s'arrête pour vérifier la présence de mines sur la route. Les militaires sont alors pris pour cible par des tirs de talibans. Kevin est le premier à riposter, mais il est touché par une balle, en pleine tête. C'est le noir total. La balle a sectionné la veine qui irrigue les vaisseaux de son cerveau. Inconscient, il est rapatrié immédiatement en France. À l'hôpital, sa mère Liliane découvre le corps inerte de son fils. Il est entre la vie et la mort, plus la mort que la vie. C'est une histoire d'heure, c'est une histoire de jour. Il était dans le coma, il était sous assistance respiratoire. Aucun organe ne fonctionnait de lui-même, c'est la machine qui le faisait respirer. Les médecins viennent me voir et ils m'ont dit qu'il faut accepter que c'est fini. Et que même s'il se réveillait, il n'y aurait plus rien. J'ai pas cru. Non, c'est pas possible. J'ai pas dormi et quand j'ai vu qu'il était 6h du matin, je me suis rendu compte que Kevin n'était pas mort, il était toujours là. Je me suis dit, on a passé la nuit, c'est qu'il va pas mourir. Et on a passé un jour, un deuxième, un troisième, une semaine. Et comme j'ai refusé de croire, je sais pas. Peut-être que je lui ai envoyé une petite force et j'ai refusé. Les médecins veulent débrancher Kevin, mais sa mère refuse. Elle reste 17 jours et 17 nuits au chevet de son fils. Et puis un matin, le miracle. Kevin sort du coma, il ouvre les yeux. Liliane est toujours à ses côtés. Le tatouage, c'est son nom de ma mère, Vivi. Parce que ma mère, pour moi, elle compte beaucoup. Je savais qu'elle m'aimait, mais pas à ce point-là. Je me suis rendu compte après mon accident. C'est l'amour entre une mère et un fils. Dans le plus gros malheur qui a pu arriver, elle me soutient à 100%. Aujourd'hui, le caporal-chef est pris en charge par l'État. Il est soigné à l'Institution nationale des invalides qui accueille les grands blessés militaires et civils. Tétraplégique, il n'a plus l'usage de ses membres. Une commande vocale et une commande au menton lui permettent de contrôler sa télé, sa radio, son téléphone. Son quotidien est rythmé par des séances de rééducation, kinésithérapie, balnéothérapie. Un combat au jour le jour, centimètre par centimètre, afin de tenter de retrouver l'usage de ses membres. Au jour d'aujourd'hui, j'aurais pu me dire oui, je suis comme ça y est, c'est fini. Je n'accepte pas mon état. C'est un combat. C'est le combat de ma vie. Il y a un an, Kevin était donné pour mort. Maintenant, il peut rendre visite chaque samedi à sa famille en banlieue parisienne. Ce week-end est particulier pour lui. C'est son anniversaire. Il fête ses 22 ans.
Son cousin Alain est venu spécialement de Belgique pour l'occasion. Il est soldat lui aussi. Il a décidé de s'engager dans les commandos parachutistes lorsque Kevin a été blessé en Afghanistan. Ce jour-là, Alain est fier de lui annoncer la nouvelle. Il est passé sous-officier. Franchement, félicitations. T'as pas choisi le plus facile. J'ai choisi, donc voilà. Si tu vas en Afghanistan, attention. Ça, je vais faire attention. Alain, appuie sur ma jambe qui tremble. Plus fort. Plus fort. C'est bon. Comment ça se passe? Ça se passe bien. La rééducation, ça passe bien? Ça avance. Ça avance. Tout doucement. Tout doucement. C'est ma tante. Elle vient de Belgique. Elle, c'est la grande-mère, hein? C'est la mamie. Ça va, mon chéri? Mon Dieu, comme tu es beau, hein? Hein? Tu t'es fait beau, hein? Ouais. Je suis fière de toi, de tout ce que tu fais, hein? Ouais. Tu as fait beaucoup, hein? Et tu dois continuer. Ah ben oui, tu ne lâches pas, hein, faire. Ouais. C'est le lion. Eh oui. C'est mon homme, celui-là, hein? La famille, c'est une grande force. Hein. Ça se soude très fort. C'est comme à l'armée. Parce que l'armée, c'est de la cohésion. Kevin. Le lendemain, la famille, les amis de Kevin, viennent aux Invalides fêter son anniversaire. Voilà, c'est un bracelet. Bisous. Merci. Merci. Ses copains de l'armée sont aussi là pour l'entourer. Je suis fière de Kevin. Il s'est engagé en âme et conscience. Il savait ce qu'il faisait. Tout le monde devrait être fier de Kevin parce que faut être fort pour aller en Afghanistan, risquer sa vie pour tout un peuple. Je suis fière de mon fils. Je ne peux pas dire que je regrette quoi que ce soit. Ce qui est arrivé est arrivé. Ça peut s'arranger. Tu veux que je baisse un petit peu ton siège? Non, t'es bien? J'ai passé une excellente journée. Une journée, voilà. Ouais. T'avais le sourire, t'es content. C'est mon cadeau le plus beau. Bon, tout cadeau, il ressemble à rien. Qu'est-ce qu'il est méchant, ce garçon. Mais qu'est-ce que tu m'as offert? Mais je t'ai offert un bracelet, quelque chose que tu auras sur toi. Que quand tu le regardes, ah, c'est ma maman. Ouais. Voilà. Bravo. Voilà. Voilà pour ce témoignage. Il est le conseiller spécial du président de la République. Il écrit, réfléchit et quitte de plus en plus l'ombre pour la lumière. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je voudrais d'abord avoir tout simplement votre réaction. On vient d'entendre un témoignage fort. Je trouve ça magnifique. Je trouve que cette façon d'assumer son engagement, tant pour le fils que pour la mère, est vraiment quelque chose d'admirable. Et j'ai découvert une information, c'est qu'en fait finalement Kevin, soldat de la Légion étrangère d'origine congolaise, il est devenu français en septembre dernier, une naturalisation par le sang versé. Vous connaissiez cette procédure? Oui, bien sûr. Français par le sang versé, ce qui est la plus belle façon au fond de devenir français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. La nation, la nationalité,
Voilà des notions qui ont été au cœur de l'actualité en 2011. Trop, selon vous, ou pas assez? Malraux avait une très jolie formule, le sentiment national, pas le nationalisme. Voilà. Et ce qu'on vient de voir, c'est l'expression du sentiment national. On avait tendance à mettre le soldat en dehors de la cité, à faire en sorte qu'on ne le voit pas, qu'il soit invisible. C'était dérangeant, ce rapport à la mort, au sacrifice. Je crois qu'il est important de le remettre au cœur, justement parce que la nation a besoin de cet engagement, de ce symbole vivant de l'engagement de tous au service d'une cause commune qui dépasse chacun d'entre nous. Alors, autre information, c'est notre sondage auprès des Français que l'on dévoile au fur et à mesure de l'émission. En quatrième position des images qui ont marqué les Français arrive le retour, justement, des soldats français morts en Afghanistan. Ça vous surprend que les Français puissent être touchés à ce point par cet événement-là? Non, ce que je trouve navrant, ce serait le contraire. C'est qu'ils ne soient pas touchés par le témoignage, d'abord par la douleur des familles, et puis par ce témoignage de ce sacrifice. Sacrifice, pardon. Quand vous utilisez le mot de sacrifice, l'année 2011, elle a été extrêmement meurtrière, extrêmement douloureuse pour l'armée française, notamment, bien évidemment, en Afghanistan. On va quitter le sol afghan, c'était une décision du président Obama, du président de la République également, progressivement, l'année prochaine, effectivement. Et puis, à terme en 2014, on aura effectué à ce terme-là notre mission, selon vous? Je crois qu'on aura fait le mieux possible. Le mieux possible. Le mieux possible. En tout cas, on aura mis un coup d'arrêt au terrorisme. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu, mais on a arrêté quelque chose qui était très, très dangereux pour tout le monde. Ce pays était devenu la base du terrorisme, la base arrière du terrorisme international. Donc pas une guerre inutile, selon vous, et pas un retrait prématuré avec un échec à la clé. C'est quelque chose qu'on entend parfois? Non, ce n'est pas une guerre inutile, parce que la cause était juste, la cause était légitime. Et ce qui compte, c'est la cause pour laquelle on se bat. On va voir si vous êtes finalement devenu définitivement un politique. Est-ce qu'en politique, la vérité est-elle toujours bonne à dire, ou est-ce qu'il faut savoir assumer certains mensonges, certaines contre-vérités sur l'état actuel des choses, d'une situation? Est-ce qu'il faut toujours dire ce qui va le plus mal, alors qu'on sait que dès lors que tout le monde aura peur de l'avenir, l'avenir sera effectivement compromis. C'est ce que fait actuellement Nicolas Sarkozy dans une période de crise, sur la crise économique. Les Français s'interrogent. On a l'impression, toutes les 3-4 semaines, que c'est le dernier sommet. Les Français, à partir de ce moment-là, ils comprennent plus spécifiquement ce qui se passe. Ils ont même parfois l'impression que et journalistes et hommes politiques, on va dire, dramatisent la situation. Ça, je ne crois pas. Je pense que les Français maintenant ont compris que personne ne dramatisait la situation, mais qu'elle était réellement dramatique. Donc le président de la République a dit la vérité sur l'état du monde, l'état de l'Europe, sur les dangers de cette crise. Après, vous savez, il est comme nous tous, c'est-à-dire qu'il ne sait pas où va le monde. Quand vous dites on ignore où va le monde, est-ce que Nicolas Sarkozy va proposer aux Français un projet en ignorant finalement ce qu'on va devenir? C'est la difficulté pour un homme comme vous qui va aussi le conseiller dans les mois à venir. C'est la grande difficulté de cette élection présidentielle. Elle se déroule dans une situation qui est sans précédent, connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Je le disais, beaucoup d'incertitudes, on les constatait ensemble. Est-ce que dans le discours d'un candidat à la présidence de la République, il faut des certitudes tout de même? Oui, des certitudes sur les valeurs, des certitudes sur les principes et des certitudes sur ce que l'on veut faire, sur le monde vers lequel on veut aller, sur la société que l'on veut construire. Henri Guénaud, vous avez, on le sait, vous rédigez un certain nombre de discours. Vous avez déjà rédigé celui de la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy? Vous parlez de 2007 ou de... Non, je parle de l'hypothétique candidature de Nicolas Sarkozy. Non, non. Si finalement il vous demandait un conseil, ça pourrait commencer comment? Écoutez, ça, je ne le sais pas encore. Tout dépendra des circonstances et tout dépendra de lui aussi. Parce qu'il y a encore une incertitude sur cette question-là, selon vous? D'abord, il y a une incertitude, semble-t-il, de moins en moins grande sur le fait qu'il sera candidat, mais une incertitude encore très grande sur le moment qu'il choisira pour le faire, et puis les raisons profondes qu'il voudra exprimer. Et c'est un acte très personnel, une candidature à la présidentielle. Donc je n'aurai pas le début du discours ni la fin pour le moment? Non, moi je ne l'ai pas non plus. Peut-être le président de la République l'a-t-il dans